Le désert de cristal. Une région au climat chaud, marquée par ses vents brûlants, façonnant les dunes et mettant régulièrement à jour les ruines des peuples antiques, ainsi que les reliques du passé. Le désert n'a pourtant pas toujours été ainsi. Autrefois, seules quelques dunes de sable émergeaient d'une immense étendue d'eau que l'on appelait la mer de cristal. Mais depuis la chute d'Abaddon, précédant l'exode des dieux, la région avait été transformée. La mer était devenue désert, et chaque grain de sable était, selon la légende, composé de minuscules petits cristaux pointus, donnant ainsi le nom que l'on connaît aujourd'hui, le désert de cristal. Austère et inhospitalier, ce lieu avait néanmoins accueilli de nombreux peuples en quête de l'ascension tant convoitée. Beaucoup vinrent tenter leur chance au fil des siècles, mais aucun ne s'avéra digne de s'élever. L'ascension attendait toujours ses élus. Élus qui, selon le vizir Kilbron, étaient les survivants de l'avant-garde d'Ascalon. Fuyant l'oppression du blanc manteau, leur seul espoir était d'atteindre l'ascension afin d'obtenir le pouvoir d'affronter les invisibles et sauver ce qu'il restait de la lame brillante. Dès leur arrivée sur les rivages du désert, à l'oasis d'Amnoun, les Ascaloniens firent la connaissance du héros spectral. Derrière ce nom se cachait celui qui avait mené de nombreux Éloniens dans ces étendues désertiques en quête d'ascension, l'ancien roi d'Elona, Tura-Yossa. 200 ans après l'échec de son pèlerinage, qu'il avait condamné à une vie spectrale, son attente était arrivée à son terme, puisque ceux qui réussiraient là où lui et son groupe avaient échoué étaient enfin là. Et de la réussite de ces nouveaux prétendants dépendait son passage dans les brumes et dans le panthéon des héros. Tura-Yossa en était convaincu, l'heure était enfin venue. Ce dernier guida donc les Ascaloniens à travers le désert et leur apporta son aide dans les 3 épreuves de l'ascension. À la rivière assoiffée, où ils durent se purifier dans un cercle runique, aux dunes du désespoir, afin de reconquérir le trône de Pelentia, et enfin au bief d'Elona, pour retrouver les 3 éclats d'un cristal de vision afin de le reconstituer. C'était à cette dernière étape que les Éloniens de Tura-Yossa avaient échoué, mais les Ascaloniens ne commirent pas la même erreur. Malgré la résistance des oubliés présents sur les lieux, car il ne faudrait pas que les épreuves soient trop simples non plus, les Ascaloniens réussirent les tests. Le chemin de l'ascension était tracé, et l'épreuve finale à la roche de l'augure était à portée de main. L'immense bloc de pierre qui se dressait au centre du désert était le point culminant du processus, et les Ascaloniens n'hésitèrent pas une seule seconde à ouvrir le passage menant au hall de l'ascension, dans lequel se tenait leur ultime adversaire, leur propre sosie. Cet affrontement était censé prouver la valeur des prétendants, et nos héros dépassèrent leurs propres limites pour vaincre cet ultime obstacle, clôturant ainsi les épreuves de l'ascension et leur offrant finalement ce qu'ils étaient venus chercher. Ils s'étaient élevés, l'ascension était acquise. Mais le périple dans le désert n'était pas terminé. Puisque tout ceci était écrit dans des prophéties, il fallait rencontrer celle qui les avait rédigées, le dragon de cristal, Brill. Son repère était magiquement dissimulé à l'intérieur d'un grain de sable cristallin du désert, autant dire que les Ascaloniens auraient pu y passer plusieurs vies. Heureusement, maintenant qu'ils s'étaient élevés, les oubliés leur accordèrent le libre passage à travers un portail menant directement à l'antre du dragon. Ils s'engouffrèrent donc dans un monde de cristal, passant de nouvelles épreuves pour montrer qu'ils étaient dignes, au cas où tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent ne suffisait pas, et rencontrèrent enfin le dragon de cristal. Brill attendait depuis des millénaires la venue des élus de ses prophéties. Le moment était donc enfin venu. Elle leur expliqua qui étaient réellement les invisibles, ces faux dieux qui contrôlaient dans l'ombre le blanc manteau. Les Mursat. Bon, vous saviez déjà leur nom, mais les héros, eux, n'en avaient encore jamais entendu parler. Maintenant qu'ils s'étaient élevés, les Ascaloniens avaient acquis le don de vraie vision, et pouvaient désormais voir les Mursat même dissimulés derrière leur magie. Brill annonça la prochaine destination des élus. Trahi par Marquis, la lame brillante était en fuite dans les cimes froides du sud. Traqués et persécutés par le blanc manteau et les Mursat, ils avaient besoin d'aide. Une aide que les Ascaloniens étaient désormais prêts à apporter.
Les cimes froides du sud, terre des nains de Deldrimor. La région gouvernée par le roi Jalis Martelfer était désormais un champ de guerre. La venue des rescapés de la Lame Brillante dans les cols enneigés avait amené le plus gros des forces du Blanc-Manteau sur le territoire nain. Plus que le Blanc-Manteau, de nombreux Mursats étaient eux aussi venus sur les lieux, afin de mettre un terme définitif à la rébellion initiée par Eveni. Mais ce n'était pas tout, car les nains avaient également leurs propres menaces à gérer. La guerre civile naine battait son plein, et Deldrimor était en train de perdre la bataille l'opposant au sommet de pierre de Dagnar, crâne de pierre. Le calme blanc et scintillant des cimes froides avait donc laissé la place au son des corps de guerre et à la couleur du sang. C'est dans ce cadre particulier que les Ascaloniens arrivèrent à la forge de Droknar, l'une des dernières cités libres de Deldrimor. De là, ils apprirent non sans tristesse la situation périlleuse des nains de Jalis, ainsi que la capture des leaders de la Lame Brillante, Eveni et Saïdra. Sans perdre de temps, les élus se rendirent sur les lieux pour les libérer. Le sauvetage fut un succès, tout du moins en partie, car Saïdra resta en arrière et se sacrifia pour couvrir la fuite de ses alliés. Peiné de cette tragique disparition, Eveni rassembla toutes les troupes de la Lame Brillante disponibles et commença à fomenter sa vengeance. Vengeance qui avait pour cible le responsable de la mort de tant de rebelles, Marquis. L'ancien conseiller de la Lame Brillante se terrait dans les mines de fer de Moladune. Avec l'aide des Ascaloniens, Eveni se fraya un chemin à travers ce qui avait été autrefois une glorieuse cité naine, effondrée suite à un tremblement de terre il y a bien longtemps et transformée depuis en un immense réseau minier. Mais la vengeance d'Eveni ne fut pas aussi simple à mettre en œuvre, car Marquis était entouré de ses nouveaux alliés du Blanc-Manteau, et surtout des Mursats. Et si les héros de l'avant-garde avaient désormais le potentiel de les voir, les vaincre était une autre histoire. Les Mursats possédaient une puissance dévastatrice, capable de terrasser quiconque se mettait sur leur chemin en quelques secondes. L'agonie spectrale. Pour affronter les sorciers, il fallait trouver un moyen de contrer leur magie. Par le passé, une autre race les avait affrontés, et avait trouvé une protection contre l'agonie spectrale. Vous vous en rappelez sûrement, je parle ici des prophètes. Le conflit date d'il y a plusieurs millénaires, et bien qu'ils aient tout de même perdu la guerre, ils avaient trouvé un moyen de contrer la capacité des Mursats. Par chance, tous les prophètes n'avaient pas été exterminés, et un représentant de leur race s'était rendu dans les cimes froides, à la recherche des élus des prophéties, et finir ce que sa race n'avait pu réussir, éliminer les Mursats de la surface de la Tyrie. Les Ascaloniens rencontrèrent le prophète dans les grottes glacées jouxtant les mines de Moladune, et reçurent son aide sous la forme d'une infusion d'armure basée sur l'essence spectrale de créatures appelées Eidolons, particulièrement efficaces contre la magie des Mursats. Leurs armures infusées, les Ascaloniens et Eveni traversèrent les mines naines et affrontèrent les armées du Blanc-Manteau et les Mursats jusqu'à trouver le traître Marquis et mettre fin à ses jours. Eveni s'était vengé, mais la situation n'avait pas pour autant changé. Cette petite victoire n'avait pas renversé le cours de la guerre, et le Blanc-Manteau et les Mursats traquaient sans aucun répit les forces de la Lame Brillante. Et si ce n'était que ça, les nains de Deldrimor, alliés d'Eveni et des Ascaloniens, voyaient leur guerre contre le sommet de pierre arriver à son terme, et pas dans le bon sens. La capitale naine, le donjon de Chef Tonnerre, était tombée. Jalis Martelfer n'eut d'autre choix que de fuir et laisser son cousin Dagnar Crâne de Pierre prendre le contrôle de la cité ancestrale. Autant le dire clairement, la tournure des événements était dramatique. Le combat contre le Blanc-Manteau et les Mursats n'était déjà pas gagné d'avance, mais maintenant que le sommet de pierre entrait dans l'équation, les chances de victoire étaient quasi nulles. Pour autant, la Lame Brillante et Deldrimor étaient alliés, tandis que le Blanc-Manteau et le sommet de pierre se tiraient à vue. Pour Dagnar, un humain était un humain, qu'il porte une robe blanche ou non. Le donjon de Chef Tonnerre avait été perdu, mais il était hors de question pour Jalis Martelfer de le laisser aux mains de son ennemi. C'était la première fois dans l'histoire naine que la capitale était occupée par une autre nation que Deldrimor. La contre-attaque ne tarda pas. L'alliance des nains et des humains se jeta corps et âme sur le donjon,
et affronta le sommet de pierre frontalement. La bataille fut féroce, mais le pire était à venir, car les échos de cette bataille vinrent aux oreilles du Blanc-Manteau, qui vit là l'occasion parfaite d'éliminer enfin les rebelles de la Lame Brillante, ainsi que ses géneurs nains, tous rassemblés au même endroit. Guidé par le confesseur d'Orient lui-même, et accompagné des plus puissantes forces des Mursates, les constructions de jade, le Blanc-Manteau assiégea la forteresse naine. Pris entre deux feux, les troupes commandées par Jalis, épaulées par le vizir Kilbron venu apporter son aide sous la forme d'invocations mort-vivantes, parvinrent néanmoins à reprendre possession des lieux. En boutant les nains du sommet de pierre tout d'abord, allant même jusqu'à éliminer leur chef, Dagnar Crâne de Pierre, celui-là même qui avait fermé les yeux du prince Rurik d'Ascalon, fut vaincu par les héros de l'avant-garde et les nains de Deldrimor. Puis, la forteresse reprise, les forces de Jalis purent mettre un terme au siège imposé par le Blanc-Manteau, pour finalement oxyre leur confesseur qui avait osé venir jusqu'ici pour en découdre avec ses opposants. D'Orient mort, la menace du Blanc-Manteau dans les cimes froides était éteinte, et les nains purent savourer de nouveau le calme au sein du donjon de Chef-Tonnerre. La bataille des cimes froides était terminée, mais l'heure n'était pas au repos. Kilbron le rappela, et tout comme Brill l'avait prophétisé, la fin du voyage pour les élus se situait plus à l'ouest, sur l'archipel des îles de Feu, en plein territoire Mursate. Il était désormais temps de porter le conflit sur les terres de leurs ennemis, et mettre un terme définitif à cette guerre. L'archipel des îles de Feu. Cette région volcanique est sans aucun doute la moins hospitalière de la Tyrie tout entière. C'est ici même que réside le volcan où furent jetées les pierres de sang, la bouche d'Abaddon. Ces îles aux récifs de pierres volcaniques ne contenaient aucune colonie. Seuls les Mursates s'étaient établis en ces lieux, et y avaient bâti une immense forteresse faite de jade. Kilbron avisa les héros que les sorciers cachaient quelque chose au cœur de l'archipel. Une puissance, un secret dissimulé derrière la porte de Komali, qu'ils ne voulaient surtout pas révéler au reste de la Tyrie. Et le vizir intima les Ascaloniens à atteindre cette porte et libérer cette puissance qui effrayait tant les Mursates. Les Ascaloniens firent donc route vers leur ultime destination, mais ils ne furent pas seuls, car les nains de l'Eldrimor avaient insisté pour apporter leur soutien. Breknar Martelfer, frère du roi, accompagna les humains, pour se sacrifier dès leur arrivée. Bon, au moins, il était là. Sur place, ils tombèrent sur une réunion des membres du Haut Conseil du Blanc-Manteau, désireux de consulter leur dieu invisible suite à la mort du confesseur d'Orient. Une aubaine pour les élus, qui appuyèrent un coup supplémentaire sur le Blanc-Manteau en les éliminant. Les Mursates, toutefois, étaient une menace beaucoup plus inquiétante. La route vers la porte de Komali, au pied de la bouche d'Abaddon, était jalonnée des sorciers et de leur construction de jade. Mais avec le soutien du vizir Kilbron, les Ascaloniens ne reculèrent pas et traversèrent même la place forte des Mursates, la porte d'Onyx, pourtant réputée comme l'endroit le mieux défendu de la région et dernière ligne de défense avant la porte de Komali. Durant cette traversée, de nombreux Mursates succombèrent, certains qui vous seront familiers, comme Calife Optimus ou Mercia la Béate, 2 des 3 Mursates présents lors de l'assaut de Saul d'Alessio contre les troupes Tchar. Le dernier des 3, Lazarus le Sinistre, n'était néanmoins pas sur les îles de Feu, mais rassurez-vous, son sort sera compté plus tard. Quand les élus arrivèrent enfin à destination, Kilbron les exhorta à rompre les sceaux de la porte de Komali. Lorsque cette dernière fut libérée, les âmes des élus sacrifiés s'échappèrent, ainsi qu'une créature difforme tout droit sortie des enfers, un titan. Et alors, le véritable visage du vizir fut dévoilé. Kilbron tomba le masque et se dévoila sous la forme de la liche mort-vivante. Avec l'aide du sceptre d'or, il prit le contrôle de l'armée des titans qui s'échappaient par la porte de Komali et leur ordonna d'envahir la Tyrie tout entière, de Magouma à Lakrit, des cimes froides jusqu'à Ascalon. Il avait obtenu une armée, il avait obtenu le pouvoir. Il allait désormais conquérir la Tyrie. Vous vous doutiez sans doute de ce qui allait se passer, si vous avez vu les épisodes précédents.
Mais pour les Ascaloniens, ce fut un choc. Le vizir qui les avait guidés jusque-là n'était en réalité qu'une nouvelle menace, plus grande encore que celle des Mursat. Laissez-moi donc rassembler les pièces. Après le cataclysme à Or, Kilbron avait bel et bien péri, revenu d'entre les morts sous la forme d'une liche mort-vivante, capable de contrôler les morts. Toujours fidèle à Abaddon, il avait lu les prophéties du chercheur de la flamme, et avait vu un avenir glorieux s'ouvrir devant lui, grâce notamment à ce dernier verset. L'oiseau de proie se dresse, triomphant, sur son trophée. Derrière lui, les démons venus d'au-delà de la porte. Dans les siècles à venir, certains ressentiront de la pitié à l'évocation de son souvenir, tandis que d'autres, plus sages, maudiront son nom. Suivant les prophéties à la lettre, il tenta d'obtenir le sceptre d'or dont le pouvoir était de contrôler les titans, et réussit à mettre la main dessus grâce à ceux qui deviendront les élus des prophéties. Suivant les Ascaloniens de près, il les aida à s'engouffrer dans le territoire Mursat, afin qu'ils ouvrent la porte de Komali et libèrent enfin l'armée d'Abaddon. Les pièces avaient été soigneusement mises en place. L'armée de son maître, non, son armée, était désormais libre de traverser la Tyrie. Le monde était désormais à ses pieds, lui, le chercheur de la flamme. Il avait accompli les prophéties. Tout du moins, c'est ce qu'il croyait. Car ce qu'il avait pris pour la fin des visions de Bril n'était en réalité pas le dernier verset. Car ainsi fut écrit le verset perdu, l'ultime vision de Bril. Au dernier jour de la saison du Phénix, la Tyrie renaît une nouvelle fois. Alors que le feu est éteint, l'assemblée diabolique se clôt une fois encore sur les os de l'oiseau de proie. Si Kilbron l'avait lu, les choses se seraient sûrement passées autrement. Trompés une fois encore, les Ascaloniens ne baissèrent pas les bras et partirent une dernière fois au combat, détruisant tous les portails ouverts par la liche par lequel les titans se rendaient en Tyrie, et confrontant leur ennemi pour mettre fin à l'invasion des titans. Mais la liche était fourbe. Capable de relever les morts, elle avait été jusqu'à ranimer le cadavre de celui qui était le plus à même de déstabiliser les Ascaloniens. Le prince Rurik en personne. Complètement sous le contrôle de la liche, le défunt prince affronta ses anciens camarades. Le cœur lourd, les Ascaloniens allèrent néanmoins au bout de leur mission, et Rurik tomba, à nouveau, avec la fierté de voir son peuple continuer la lutte. Fous de rage, les héros défièrent la liche au sommet de la pierre de sang de la bouche d'Abaddon, dans un combat qui allait décider du sort de la Tyrie. Mais l'issue avait déjà été prédite. La liche succomba, et son âme fut aspirée via la pierre de sang par la porte de Komali, qui s'ébranla et fut fermée par l'énorme afflux magique. La porte fut à nouveau close. Les prophéties du chercheur de la flamme avaient enfin été accomplies, et la Tyrie fut sauvée. Après avoir traqué et exterminé les titans qui s'étaient rendus dans toute la Tyrie, les Ascaloniens purent enfin savourer un repos bien mérité. Certes, tout n'était pas résolu. Le Blanc-Manteau, même privé de son leader, tenait toujours les rênes de la Crite. Mais Eveni et la Lame Brillante étaient plus déterminés que jamais à renverser le pouvoir. Dans les cimes froides, Deldrimor avait repris le dessus sur le sommet de pierre. Dagnar mort, la guilde xénophobe avait perdu la guerre, mais restait malgré tout debout. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'un autre ne prenne la place du cousin de Jalis, et menace à nouveau les peuples libres de Tyrie. Quant à Bril, sa tâche était accomplie. Elle avait dévoilé ce qui devait être dévoilé, et caché ce que les Ascaloniens devaient découvrir par eux-mêmes. Son seul but, que le destin de la Tyrie n'arrive qu'à une seule issue, la paix. Voilà, prophétie, c'est fini, et dire que c'était la première campagne de beaucoup de joueurs. Ce fut un sacré morceau à raconter, l'intrigue, vous l'aurez deviné, est assez capillotractée, il y a quoi s'y perdre. J'espère que ce récit vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de toute remarque en commentaire, comme d'habitude. Pour le chapitre 19, nous aborderons les événements de la seconde campagne, Guild Wars Faction, qui marquera donc notre retour à Kanta. Merci à tous, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut!